Les Beatles, un nom familier pour tous les amateurs de rock des années 60, sont souvent considérés comme le groupe le plus influent de tous les temps. Qu'est-ce qui en fait une icône dans le monde entier ? Eh bien, c'est en partie grâce à Paul McCartney que beaucoup considèrent comme le cœur du groupe. Mais il y a un rebondissement. Ce qui attire vraiment l'attention des gens sur Paul, ce n'est pas seulement son travail légendaire avec les Beatles, mais aussi les moments difficiles et les pertes qu'il a subies tout au long de sa vie. Dans cette vidéo, nous allons éclaircir certains des mystères entourant le parcours de Paul McCartney. Jetons un coup d'œil aux premières années de vie de Paul. En 1956, alors que Paul n'avait que 14 ans, une tragédie frappa sa famille. Sa mère décéda d'un cancer du sein, ce qui fut un coup dur pour lui. On dit que ce chagrin a inspiré la célèbre chanson des Beatles, Let It Be, et qu'il a peut-être même eu un impact sur les paroles émouvantes de Yesterday. Dans une interview avec Stephen Colbert, Paul a admis qu'au début, il ne pensait pas vraiment que la mort de sa mère avait eu un impact direct sur sa musique, mais qu'avec le temps, il a réalisé à quel point son absence avait façonné ses chansons. Paul a également parlé de son lien étroit avec son collègue des Beatles, John Lennon. Tous deux partageaient un amour profond pour la musique, mais ils étaient également unis par la douloureuse expérience de la perte de leur mère à l'adolescence. La mère de John est décédée alors qu'il n'avait que 17 ans, juste après avoir rencontré Paul, ce qui a créé un lien spécial entre eux. C'était comme s'ils avaient enfin trouvé un peu de lumière l'un dans l'autre malgré leurs propres difficultés. Après le départ de Stuart Sutcliffe, le bassiste original des Beatles qui est parti pour poursuivre d'autres intérêts artistiques, le groupe a eu un vrai problème. Il leur fallait un remplaçant. Selon Ultimate Classic Rock, en 1960, ils ont d'abord essayé de remplacer Stuart par Chas Newby, mais il n'a pas fait long feu. Paul s'est alors retrouvé dans une position délicate. Il était à l'origine le guitariste principal, mais soudainement le groupe n'avait plus de bassiste. Dans un moment d'incertitude, Paul s'est retrouvé à devoir intervenir. Il s'en souvient ainsi. C'était comme « oh, nous n'avons pas de bassiste et tout le monde s'est tourné vers moi. Je me suis retrouvé coincé avec ça. C'était comme « eh bien, je suppose que ce sera toi alors. Je ne pense pas que vous auriez vu John le faire. » Paul est donc passé de la guitare solo à la guitare basse, marquant un changement majeur dans la composition du groupe. Et personne ne le savait, mais ce changement façonnerait le futur son des Beatles, d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Paul McCartney a continué à s'adapter aux changements au fur et à mesure que les Beatles évoluaient. Lorsque sa guitare a cessé de fonctionner, il n'a pas hésité à prendre le piano, acceptant le fait que les choses changeaient. À ce stade, Paul avait pleinement accepté son rôle de bassiste du groupe. Bien que ce ne soit pas l'instrument qu'il avait choisi au départ, il s'y est consacré avec sa détermination et sa créativité habituelle. Sa capacité d'adaptation n'est pas passée inaperçue. Le magazine Rolling Stone l'a même classé numéro 9 sur sa liste des 50 plus grands bassistes de tous les temps, un hommage bien mérité à son talent. Au fur et à mesure que la carrière des Beatles progressait, John Lennon est devenu le leader charismatique du groupe. Mais au milieu des années 1960, quelque chose a commencé à changer et l'équilibre des pouvoirs est subtilement passé entre les mains de Paul. Avec ce nouveau leadership, le groupe a atteint de nouveaux sommets, mais cela a également déclenché des tensions au sein du groupe. Ce changement a commencé en 1964, lorsque Paul a pris une décision audacieuse en mettant fin à son partenariat d'écriture avec John. Il a écrit Can't Buy Me Love, qui a finalement été incluse dans leur prochain disque. Cette rivalité musicale incessante devint une caractéristique déterminante de leur relation créative pendant le reste de la décennie. Chaque fois que Paul écrivait un tube comme Yesterday, John répliquait avec un chef-d'œuvre comme Strawberry Fields Forever. Paul plaisantait même en disant que la compétition les maintenait tous les deux en éveil. Mais comme l'a noté le magazine Far Out, cette rivalité ne convenait pas toujours à John. Le succès de Paul mettait parfois John en colère, ce qui entraînait des moments de tension entre eux. Cette rivalité musicale, amicale mais intense a donné naissance à certaines des meilleures œuvres des Beatles, mais a également jeté les bases des conflits qui allaient finalement éclater au sein du groupe. Au milieu des années 60, la dynamique créative des Beatles a commencé à changer. Au fil des années 60, John Lennon a commencé à avoir l'impression de perdre le contrôle de la direction musicale du groupe. Paul McCartney, cependant, a pris une grande importance, devenant non seulement un auteur-compositeur de premier plan, mais aussi un instrumentiste, un arrangeur, un producteur et le leader musical officieux du groupe.
L'étroite collaboration qui a caractérisé les débuts des Beatles a commencé à évoluer vers quelque chose de plus complexe, chaque membre affirmant sa propre vision artistique. Ce changement a marqué le début d'une période plus compliquée et parfois tendue pour le groupe. En 1966, une rumeur étrange et persistante a commencé à circuler selon laquelle Paul McCartney serait mort dans un accident de voiture et aurait été secrètement remplacé par un sosie. Selon Ultimate Classic Rock, cette théorie bizarre a émergé alors que les Beatles travaillaient sur le jeune sur Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. La rumeur prétendait qu'au lieu de trouver un nouveau membre du groupe, les Beatles survivants avaient décidé de poursuivre leur aventure musicale avec un sosie de McCartney. Rolling Stone a retracé l'origine de l'histoire jusqu'à un mystérieux interlocuteur qui a convaincu le DJ de radio Russ Gibb de jouer l'album blanc à l'envers. L'interlocuteur affirmait que cela révélerait des messages cachés tels que « Turn me on, dead man »,« Allume-moi, homme mort » et John Lennon disant soi-disant « I buried Paul ». J'ai enterré Paul. Bien que McCartney soit bien vivant, la rumeur a gagné du terrain, aidée par de prétendus indices dans les pochettes d'albums des Beatles, les paroles des chansons et même les clips vidéo. Par exemple, certains fans ont interprété la pochette de l'album Abbey Road comme un cortège funèbre, McCartney étant symboliquement représenté comme le défunt. Pour étouffer la rumeur, le magazine Life a envoyé des journalistes à la recherche de Paul dans sa ferme écossaise. Rolling Stone se souvient de la réaction de McCartney, qui a jeté un seau d'eau sur le journaliste avant d'accepter une interview et une séance photo pour rétablir les faits. Mais même après cela, le mythe ne voulait pas mourir. Paul, ou le supposé imposteur, a continué à faire face à des questions sur la rumeur au fil des ans. Il en a même parlé lors d'une apparition en 2009 dans The Light Show with David Letterman. Mais à la fin des années 1960, les Beatles étaient en proie à des tensions internes. La mort de leur manager Brian Epstein en 1967 a laissé un vide de leadership énorme et a révélé les fissures dans ce qui avait été autrefois un groupe soudé. Sans la main ferme d'Epstein, les Beatles ont commencé à se désagréger, ouvrant la voie aux défis qui allaient l'en suivre. Alors que les tensions au sein des Beatles s'intensifiaient, des désaccords créatifs ont commencé à faire surface, même s'ils essayaient de maintenir l'unité. Le 20 septembre 1969, la situation a atteint son paroxysme. Malgré les supplications de leur nouveau manager, Alan Klein, pour que le groupe reste intact, John Lennon annonce à Paul McCartney et au batteur Ringo Starr qu'il quitte le groupe. Ce n'était cependant pas complètement inattendu. Les Beatles menaient déjà des vies plus séparées, se concentrant sur leur famille, leur mariage et leurs projets musicaux individuels. L'implication croissante de John avec Yoko Ono avait montré clairement qu'il avait besoin d'espace pour se concentrer sur sa relation et son propre travail. Paul a admis plus tard qu'au fond, ils savaient en tous que cela allait arriver. Après l'annonce de John, les Beatles ont essayé de continuer pendant un certain temps, mais l'inévitable était clair. Le 10 avril 1970, Paul a officiellement annoncé la dissolution du groupe, qui puis dira comme le rapporte People. Cela a marqué la fin d'une époque et peu de temps après, Paul McCartney a commencé sa carrière solo. Il a sorti son premier album solo une semaine seulement après la dissolution des Beatles. Cet album éponyme marque le début de la nouvelle direction artistique de Paul, dans laquelle il prend les commandes, écrivant, jouant et produisant chaque morceau. À l'époque, les réactions sont mitigées, mais au fil des ans, il est considéré comme l'une de ses plus grandes réussites. Le projet suivant de Paul, Ram, a connu un scepticisme initial similaire. Ultimate Classic Rock note que si l'album a été décrié par les critiques en 1971, il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs albums post-Beatles que Paul ait jamais réalisé. Malgré les éloges qu'il reçoit aujourd'hui, Ram a été sévèrement critiqué à l'époque, Pitchfork le décrivant comme détesté par les critiques de l'époque. Le suivant fut Wildlife, qui marqua le début de la collaboration de Paul, avec son nouveau groupe, Wings. Contrairement à ses précédents albums solo, Wildlife n'a pas été remarqué par les critiques. À l'époque, Rolling Stone lui a fait une critique brutale, le qualifiant de flasque musicalement et d'impuissant lyriquement, de trivial et d'insignifiant. Malheureusement, cette évaluation sévère a perduré, et Wildlife est toujours considéré comme l'une des œuvres les moins marquantes de Paul. Partenariat qui allait changer le cours de l'histoire de la musique. Alors que les Quarrymen évoluaient
Pour devenir les Beatles, Lennon et McCartney émergeaient en Daisy comme les moteurs créatifs du groupe, élaborant des mélodies intemporelles qui ont captivé des publics de toutes les générations et ont propulsé les Beatles vers des sommets de gloire inimaginables. Cependant, alors que le groupe subissait les pressions intenses de course du succès mondial, des fissures ont commencé à apparaître dans le lien autrefois inébranlable entre Lennon et McCartney. La désintégration des Beatles a marqué le début d'une période mouvementée pour le duo. Ils s'échangèrent des lettres pleines de colère et leur musique devint le champ de bataille de leurs griefs personnels. Too Many People de McCartney et How Do You Sleep de Lennon, en représailles, sont devenus les symboles de l'animosité qui avait remplacé la collaboration harmonieuse qui avait autrefois défini leur relation. En particulier les paroles de Lennon dans How Do You Sleep, avec des lignes comme « The only thing you did was yesterday, and since you've gone, you're just another day », reflétèrent l'amertume qui s'était infiltrée dans leur amitié. Malgré cette hostilité, le temps a fini par amener une réconciliation. Les blessures causées par leurs conflits, personnels et artistiques, ont commencé à guérir et ils ont retrouvé un terrain d'entente dans les dernières années de la vie de Lennon. Leurs conversations se sont éloignées du monde compliqué de l'écriture de chansons et se sont davantage concentrées sur les plaisirs simples de la vie, comme la famille et même la joie de faire du pain. Ce nouveau chapitre de leur amitié témoigne du lien durable qu'ils partageaient forgé au fil des années d'expériences communes. McCartney se souviendra plus tard que leur dernière conversation avant la mort tragique de Lennon était marquée par un sentiment de camaraderie. Ils ont parlé de sujets quotidiens se concentrant sur la famille et l'amitié, plutôt que sur les anciennes disputes artistiques. Selon Linda McCartney, les derniers mots de John Lennon à Paul ont été « Pense à moi de temps en temps, mon vieil ami ». Ces remarques étaient extrêmement directes, mais profondes dans leur signification. Alors que la relation de Paul avec George Harrison s'est avérée encore plus compliquée que celle avec John, qui était pleine de hauts et de bas, la relation de Paul avec John était remplie des deux. Le moment où George Harrison a joué de la guitare sur la chanson de John Lennon, How Do You Sleep, en 1971, a été l'un des exemples les plus remarquables de friction entre Paul et George James. Malgré cela, la dynamique entre Paul et George a commencé à changer au fil du temps, ce qui a finalement abouti à une tournure inattendue des événements en 1974. Non seulement John Lennon et Paul McCartney ont repris leur conversation, mais ils se sont également retrouvés à participer à une collaboration musicale une fois de plus. À cette époque, John Lennon et George Harrison s'étaient associés à Ringo Starr pour collaborer à la composition de chansons destinées à l'album solo de ce dernier. Harrison a rapidement écarté l'idée d'une réunion des Beatles, indiquant qu'il était réticent à l'idée de travailler avec McCartney. Cela s'est produit alors que des rumeurs circulaient sur une réunion des Beatles. Il a déclaré « Paul est un très bon bassiste, mais il peut parfois être un peu trop dominant. En toute honnêteté, je serais plus qu'heureux de rejoindre un groupe qui inclurait John Lennon, mais je ne pourrais jamais rejoindre un groupe qui inclurait Paul McCartney. » Harrison a souvent eu le sentiment d'être éclipsé par l'importance de Lennon et McCartney au sein des Beatles. Selon le Guardian, les tensions ont atteint leur paroxysme en 1969, lorsque Harrison a quitté le studio et que John Lennon a proposé qu'Eric Clapton soit envisagé pour remplacer Harrison. L'hostilité qui régnait entre McCartney et Harrison perdura pendant plusieurs années. Selon Forbes, ce n'est qu'au milieu des années 1990 qu'ils mirent enfin leurs différends de côté et se réunirent temporairement pour interpréter un medley de diverses chansons de leur discographie. Un autre phénomène musical qui a pris d'assaut le monde en même temps que les Beatles approchaient de la fin de leur carrière était les Jackson 5, de la même manière que les Beatles l'avaient fait dans les années 1960, ce groupe familial, dirigé par le grand Michael Jackson, a conquis le cœur de son public. Dans les années 1980, Michael Jackson était déjà une superstar mondiale et avait entamé une collaboration musicale fascinante avec Paul McCartney. C'est ce dernier qui avait écrit « Girlfriend », une chanson destinée à Jackson mais qui a finalement été incluse dans l'album « London Town the Wings » en 1978. Ce fut le début de leur coopération. Plus tard, Jackson a repris la chanson sur son album intitulé « Off the Wall », ce qui a marqué le début d'une collaboration créative qui a abouti à la création d'un certain nombre de singles.
Parmi ses succès, on peut citer The Girl Is Mine de l'album de Jackson intitulé Thriller et Say 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 de l'album de McCartney intitulé Pipes of Peace. D'autre part, à mesure que leur partenariat créatif se développait, un fossé important est apparu, cette fois à propos des droits d'auteur des chansons. Étant donné que McCartney avait récemment acquis les droits sur le catalogue de Buddy Holly, il a discuté de l'importance d'une telle propriété avec Jackson. Les événements qui ont suivi ont entraîné des tensions, qui ont finalement éclipsé leur réalisation créative. Michael Jackson et Paul McCartney ont eu une conversation sur l'édition musicale, et McCartney n'avait aucune idée que cette conversation entraînerait une scission importante. L'achat par Jackson du catalogue des Beatles, qui était la collection la plus recherchée dans l'industrie de la musique pop à l'époque, a changé la donne en 1985. À la suite de cet accord, McCartney était furieux. Il a exprimé son irritation en déclarant « Je pense que c'est louche de faire quelque chose comme ça, d'être l'ami de quelqu'un et d'acheter ensuite le tapis sur lequel il se tient. » Il était manifestement frustré par la situation. La situation devint encore plus précaire lorsque Jackson décida d'autoriser l'utilisation de la musique des Beatles dans des projets commerciaux, une décision qui exaspéra encore plus McCartney. Pendant que ces conflits faisaient orage, Paul McCartney traversait lui aussi une période de vie personnelle marquée par l'amour et la tragédie. En 1967, la photographe Linda Eastman eut la chance de pouvoir photographier les Beatles, ce qui constitua une avancée significative dans sa carrière professionnelle. Avant même de rencontrer le groupe, Linda Eastman s'était déjà fait un nom dans l'industrie musicale en collaborant avec des artistes légendaires tels que Bob Dylan, Janis Joplin et les Grateful Dead. Néanmoins, c'est pendant son temps avec les Beatles que Paul McCartney a remarqué ses capacités artistiques. Le 12 mars 1969, ils se sont mariés après que leur relation se soit transformée en un amour profond l'un pour l'autre. Ils ont fondé une famille avec 3 enfants, Mary, Stella et James. Ils ont également élevé Heather, la fille de Linda issue d'une précédente union. Dans les années 1970, Paul et Linda ont formé le groupe Wings, leur première tentative pour entrer ensemble dans le monde de la musique. Ils ont pu élever leurs enfants tout en jonglant avec leurs activités musicales et leurs tournées, malgré des emplois du temps chargés. Ils ont toujours fait de leur vie de famille leur priorité absolue. En plus de son travail dans l'industrie musicale, Linda était bien connue pour ses talents de photographe et était une fervente partisane du végétarisme et des droits des animaux, 2 sujets auxquels elle accordait une grande importance. Au moment où la mère de Paul décédait d'un cancer du sein, Linda apprenait qu'elle était atteinte de la même maladie en 1995, un événement tragique et malheureux. Ils ont travaillé ensemble pour surmonter cet obstacle. Mais le 17 avril 1998, Linda décédait, laissant Paul le cœur brisé par la perte de sa femme adorée. Au cours d'une interview ouverte et honnête avec la BBC, Paul McCartney a évoqué le lourd tribut émotionnel que la mort de sa femme, Linda McCartney, lui avait fait payer. Il a réfléchi au fait que, pendant cette période, il y avait un manque de conversation et de sensibilisation autour du cancer du sein. Bien que McCartney ait évoqué la position stoïque adoptée par les individus, il a également souligné son ouverture personnelle face au processus de deuil. Le fait qu'il ait reconnu avoir traversé une période d'1 an remplie de larmes et de difficultés émotionnelles après le décès de Linda montre à quel point ce dernier l'a profondément affecté. Immédiatement après le décès de Linda, Paul McCartney s'est lancé dans une nouvelle phase de sa vie personnelle, en se mariant avec Heather Mills, une mannequin et personnalité médiatique. D'un autre côté, ce mariage a provoqué toute une gamme de sentiments au sein de sa famille, en particulier chez sa fille Stella McCartney, qui aurait apparemment eu des doutes quant à la décision de son père. Cependant, malgré le fait que l'union du couple ait abouti à la naissance de leur fille Béatrice, le mariage a rencontré de graves difficultés et a finalement abouti au divorce du couple après seulement 6 ans de mariage. Les procédures de divorce ont fait l'objet d'une grande attention de la part de la presse britannique. Ultimate Classic Rock a fait remarquer que McCartney et Mills avaient en fait appel aux mêmes avocats que le prince Charles et la princesse Diana lors de leur divorce. Les détails de la séparation ont été rendus publics, malgré les efforts des 2 parties. Mills a accusé McCartney de maltraitance et de consommation de drogue, tandis que McCartney a rétorqué que Mills était irresponsable et désagréable avec son personnel. Pour ajouter l'insulte à l'injure, Mills a même affirmé de manière surprenante que Paul avait agressé Linda, sa première femme. Ces allégations ont été publiquement réfutées
par Stella McCartney, la fille de Paul McCartney, et Linda, qui a exprimé ses réserves quant à la décision de son père d'épouser Mills. En 2008, le divorce a été prononcé et Mills a reçu un règlement de 30 millions de dollars, ce qui était nettement inférieur aux 150 millions de dollars qu'elle avait initialement demandé. Mills a été réprimandé par le juge en charge de l'affaire qui l'a qualifié de témoin peu impressionnant et a souligné les incohérences et les erreurs dans son témoignage. Mills s'est défendue contre les critiques sévères qu'elle a reçues des médias, en soulignant le fait qu'elle était impliquée dans le travail humanitaire depuis plus de 20 ans. Cette défense a mis en évidence ses efforts, en dehors des difficultés qui l'entouraient. Même s'il était constamment sous le feu des projecteurs, Paul McCartney a continué à vivre sa vie et a épousé Nancy Shevell en 2011. Depuis, leur partenariat a contribué à l'ouverture d'un chapitre plus sûr et plus durable dans la vie personnelle de McCartney. Il était possible que beaucoup de gens ignorent que Paul McCartney a un passé de toxicomane, ce qui est une facette intrigante de sa vie. L'une des premières fois où Paul McCartney a été impliqué dans la drogue, c'était au début des Beatles à Hambourg. À cette époque, le groupe utilisait de la praludine pour maintenir son niveau d'énergie lors de longues performances. C'est en 1964 que Bob Dylan lui a offert un joint de marijuana dans une chambre d'hôtel à New York. Ce fut sa première expérience avec cette drogue. McCartney se souvient que lors de sa première expérience, il était vraiment défoncé et riait excessivement à cause de son excitation. Par la suite, la marijuana est devenue une composante constante de sa vie, ce qui a eu un effet sur la façon dont il abordait ses activités artistiques. Même les paroles de Another Kind of Mind et de Got to Get You Into My Life ont été écrites par McCartney en pensant au cannabis pour faire une déclaration. Le fait que McCartney fumait parfois des joints en se rendant au studio pendant le tournage de Help a été l'un des facteurs qui ont contribué à son amnésie des répliques de dialogue. Richard Lester, le réalisateur, a surpris une tentative de convaincre Paul McCartney d'essayer l'héroïne, mais il s'est farouchement opposé à l'idée. Pendant l'enregistrement de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Paul McCartney a commencé à consommer de la cocaïne. Et cependant, il a rapidement arrêté de la consommer en raison de la terrible tristesse qu'elle lui causait. Au cours de l'année 1966, McCartney a également essayé le LSD pour la première fois. En mars 1967, il fit son deuxième trip à l'acide avec John Lennon. Lorsque Paul McCartney devint le premier membre des Beatles à parler publiquement de l'acide, il affirma que cette drogue l'avait transformé en un membre de la société plus moral, plus tolérant et plus honnête. Au cours de l'année 1967, McCartney fit une déclaration publique en faveur de la légalisation du cannabis. Il a soutenu une publicité publiée dans le Times qui faisait pression pour la légalisation de la marijuana, la libération de ceux qui étaient incarcérés pour possession et l'étude des applications médicales de la marijuana médicinale. Malgré cela, son plaidoyer n'a pas été sans effet. En 1972, McCartney a été condamné à une amende en Suède pour possession de cannabis, et l'année suivante, en 1973, il a été reconnu coupable en Écosse de culture illégale de la drogue. En raison des condamnations dont il a fait l'objet pour des infractions liées à la drogue, McCartney a eu du mal à obtenir un visa pour entrer aux États-Unis. Ces problèmes n'ont été résolus qu'en décembre 1973. Tout au long de sa vie, Paul McCartney s'est indéniablement distingué par une combinaison de réalisations spectaculaires et de profondes luttes personnelles. Bien que sa vie puisse sembler avoir été remplie de chagrin en raison de la mort d'êtres chers, de la dissolution de relations et de problèmes juridiques, il est essentiel de considérer son récit dans le contexte des circonstances qui l'entourent. Tout au long de sa vie, Paul McCartney a fait preuve d'une résilience remarquable. Il a géré avec grâce les défis personnels et publics et a continué à créer de la musique qui a touché la vie de millions de personnes dans le monde entier. Au cours de ses années de formation, il a connu à la fois des succès et des deuils, notamment le décès prématuré de sa première femme, Linda, dans des circonstances tragiques. McCartney, en revanche, ne s'est pas retiré de la vie après avoir traversé ces épreuves. En plus d'assumer son rôle de grand-père, il s'est remarié, a entamé un nouveau chapitre de sa vie avec Nancy Shevell et l'a mené à bien. De plus, sa carrière illustre cette ténacité, puisqu'il continue à se développer en tant qu'artiste et à maintenir sa pertinence à travers plusieurs générations. Bien que la consommation de drogue et les problèmes juridiques de McCartney aient, sans aucun doute, fait partie des aspects turbulents de sa vie, ils ont également servi à montrer sa volonté de s'exprimer sur des sujets tels que la légalisation du cannabis.
En raison de sa position sur le cannabis et de son ouverture à divulguer publiquement des problèmes personnels, y compris la perte, il est devenu une figure que de nombreux fans trouvent encore plus accessible. En fin de compte, elle est possible que la vie de Paul McCartney ait été marquée par une certaine mélancolie. Néanmoins, elle a également été caractérisée par l'amour, la créativité et la détermination à triompher des défis. Non seulement il continue à motiver les autres par sa musique, mais il démontre également que la vie peut encore avoir un sens, surtout lorsqu'on est confronté à des situations difficiles. Son récit est celui de la persévérance, du développement personnel et enfin du succès grâce à ses efforts.